Je vais activer mon micro comme il faut cette fois-ci. Donc, merci, mesdames. Merci beaucoup. Pour le premier bloc de la journée, c'est-à-dire la prise de décision partagée du point de vue des citoyens et des citoyennes, patients et patientes en recherche, j'invite maintenant la chercheuse Annick Giguère du Centre Vitam pour animer ce bloc-là. Donc, Annick, je te passe la parole. Merci Virginie. Bonjour à tous. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'animer aujourd'hui. On veut vraiment donner la place aux citoyens aujourd'hui. Alors, je vais sans plus tarder, si vous voulez, mettre Merci beaucoup. On se comprend en demi-mot. Donc, on va avoir 3 citoyens partenaires, patients partenaires qui vont participer à cette séance ce matin. Madame Diane Engelhardt, Monsieur Christian Chabot et Monsieur Luc Vigneault. Mais c'est eux-mêmes qui vont se présenter parce qu'ils ont une expérience de vie, une expérience de recherche unique. Donc, aujourd'hui, si vous voulez mettre la prochaine diapo, s'il vous plaît, voici les thèmes que nous allons aborder. D'abord, quelle est leur expérience lorsqu'ils ont participé à des projets de recherche sur la décision partagée? Ils vont aussi nous partager leurs expériences à la conception d'outils d'aide à la décision et de d'autres interventions en santé. Puis, finalement, ils vont nous partager comment ils voient les bénéfices de leur participation lors de leur rencontre avec leur équipe de soins. Maintenant, comment ça a changé leur expérience de patient de participer à des projets de recherche comme partenaire. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en commençant, je voulais juste faire un rappel. Je pense qu'il y a des gens qui n'étaient peut-être pas là hier. Juste un rappel de qu'est-ce que c'est que la décision partagée. Prochaine diapo. Le processus de décision partagée s'amorce par un échange d'informations. D'une part, les professionnels vont transmettre à la personne des informations scientifiques sur les avantages, inconvénients des diverses options de santé, vont partager leur expertise quant à l'utilisation de ces interventions-là. D'autre part, les patients, patientes expriment leurs valeurs et préférences face aux différentes options, mais aussi leurs expériences de ces options, les conséquences qu'elles perçoivent de ces options-là. Donc, ils partagent leur savoir expérientiel en même temps que leurs valeurs et préférences. Ensuite, il y a une délibération entre les deux parties qui permet aux patients et patientes d'identifier leurs options de santé préférées. Et finalement, la prise de décision partagée va favoriser ainsi une décision de qualité, des soins optimaux dans un contexte où est-ce qu'on ne peut pas toujours garantir de résultats suite à la sélection d'une option de santé. Donc, les soins optimaux ici, c'est les soins que la personne va valoriser elle-même lorsqu'elle est bien informée. Prochaine diapo. Donc, l'engagement du patient ou du patient ou de la patiente et de son proche aidant, s'il y en a un, va permettre d'offrir des soins centrés sur la personne, d'assurer un consentement éclairé aux soins. Parce que seule la personne peut juger de ses valeurs, de ses préférences, de l'importance qu'elle accorde aux avantages, aux inconvénients et à l'incertitude concernant l'efficacité des options de santé. Prochaine diapo. Donc, pour une prise de décision partagée, on essaie d'encourager les équipes, les professionnels de la santé et des services sociaux à expliquer aux patients qu'il y a plusieurs options, qu'une décision doit être prise, que son propre rôle est de l'informer, de soutenir les délibérations, d'encourager les patients à exprimer leurs préférences face aux options, puis d'intégrer les préférences des patients au processus de décision. Donc, c'est des comportements essentiels à la décision partagée. Prochaine diapo. Donc, il y a des exemples de projets. Il y a beaucoup de projets qui se mènent actuellement sur la décision partagée. Je voulais juste vous donner une idée du genre de projet de recherche qui pourrait exister. Par exemple, on pourrait voir comment on peut adapter le processus de décision partagée pour des populations précises. Est-ce qu'on peut utiliser le même processus? Quelles sont les adaptations à faire au processus? Par exemple, s'il y a des personnes avec des identités ethnoculturelles variées ou un autre type de projet, ça serait de voir
quelles sont les conditions nécessaires pour que la décision partagée puisse être mise en œuvre dans un contexte spécifique. Par exemple, si on a des personnes qui ont des conditions chroniques, donc, est-ce qu'il y a des éléments à adapter pour que la décision partagée soit vraiment bien implantée? Donc, maintenant, prochaine diapo, on veut connaître, maintenant qu'on a mis un peu la table là, sur qu'est-ce que la décision partagée, on voudrait donner la parole à nos citoyens partenaires pour voir c'est quoi leur expérience de recherche en décision partagée, mais aussi dans d'autres projets. Alors, je vais inviter chacun des invités à se présenter, puis ensuite à nous livrer quelques-unes de leurs expériences. Alors, je voudrais inviter d'abord M. Vigneault. Alors, M. Vigneault, si vous voulez nous présenter votre perspective. Bien, d'abord, présentez-vous parce qu'on veut que les gens vous connaissent bien. Votre micro, s'il vous plaît. Ah, c'est bon. Comme ça, est-ce que ça va mieux? Oui, c'est donc je me présente puis j'enchaîne après ou on passe à non, s'il vous plaît, on va vous enchaîner tout de suite. OK. Commencez par vous présenter. Ben, c'est beau, c'est beau. Donc, moi, c'est Luc Vigneault. Je suis un patient partenaire recherche et enseignement là, à l'Université Laval. Je travaille avec Vitam sur des projets. Également, j'en parlerai plus tard sur d'autres projets, mais je vais vous rappeler comment ça a commencé. Bref, moi, je suis surtout une expertise en santé mentale. Parce que je vis avec une maladie mentale, donc j'ai eu à recevoir des traitements lourds, si on peut dire. Et puis, je suis très content de voir que le scientifique en chiffres a été 30 ans de sa vie à Douglas. Donc, il a été témoin d'interventions plus ou moins saugrenues les uns que les autres. Hein? Donc, historiquement, en psychiatrie, on nous traitait comme des enfants inaptes, incapables de prendre de décisions. Ça, c'était dans la culture d'époque. Ça a même enseigné dans les universités. Donc, et un jour, il y a des chercheurs qui sont venus me voir en disant on fait une recherche sur comment les personnes atteintes de schizophrénie peuvent se rétablir. Puis, ton opinion, ton vécu est très précieux pour nous, puis on aimerait beaucoup que tu nous en parles. Juste se faire dire ça, là, ça a été déstabilisant. Complètement, parce que quand ça fait des années qu'on ne te demande pas ton avis, puis qu'on te dit, ben, il n'y a rien à faire, hein, tu ne pourras jamais guérir, tu ne pourras jamais travailler, c'est ça qu'on nous dit sans cesse. Puis là, il y a une personne qui vient dire ce que j'ai à dire, c'est important et précieux. Comme beaucoup de mes pères, j'ai décompensé littéralement. Je suis tombé en délire parce que c'est comme trop dur pour moi d'accepter ça, de voir ça. Puis, fait que c'était difficile. Mais bref, avec l'accompagnement de bons intervenants, j'ai réussi là, à retomber pied, puis à m'impliquer tranquillement dans la recherche. Puis, juste point de vue thérapeutique, je peux dire, ça a changé une bonne partie de ma vie, hein, parce que j'étais quelqu'un. Je pouvais avoir enfin être fier de moi. Puis, donc ça a été important. Ça a augmenté l'estime de moi. Puis effectivement, comme la psychiatrie avait toujours une vision pessimiste des troubles mentaux, ben, il ne faut pas oublier le pouvoir médical des psychiatres qui était très puissant. Ben, c'était difficile, les chercheurs, de passer leur recherche. Hein. C'est pas évident. Puis le fait que ça vienne de patients, à nous, ça vient des patients, ça a permis d'ouvrir des portes. Ça, c'est important de le dire. Donc, les gens, les médecins étaient plus à l'écoute des chercheurs. Puis, c'est pas, comment je dirais, moi, je raconte ça banalement parce que ça fait partie de l'histoire. Hein? C'est pas parce que je garde un regret ou des trucs comme ça. Mais c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc, et tranquillement, pas vite, ça l'a teinté, puis ça l'a influencé aussi les médecins qui disaient, mon Dieu, c'est tombé le fun, cette affaire-là. Finalement, si je changerais mon regard sur mes patients, peut-être qu'il irait mieux. Puis effectivement, c'est ce qui est arrivé.
Donc, la décision partagée est arrivée là, comme ça, tout bonnement dans ma vie. Ça l'a changé ma vie complètement. Puis on me disait tout le temps, ben, on veut que tu deviennes le coordonnateur de tes soins. Avant, c'était quelqu'un d'autre qui décidait pour moi parce que, selon eux, j'étais un enfant inapte à décider. Donc maintenant, c'était moi qui décidais de mes soins. Donc, ça m'a beaucoup valorisé, l'estime de moi, etc. Puis effectivement, depuis que je pratique ça, ma santé se porte beaucoup mieux. Ça fait au-dessus de 20 ans que je n'ai pas mis pied dans un hôpital comme patient psychiatrique. J'y vais comme patient partenaire d'hôpital, mais pas comme patient. Je suis suivi, moi, par un médecin de famille. Imaginez, schizophrène avec d'autres maladies chroniques. Et lui et moi, on fait vraiment une équipe extraordinaire. Donc, c'est un peu ça. Monsieur Vigneault? Oui, je vais trop vite, hein, je parle trop, hein? Non, c'est excellent. Puis, je voudrais vous enligner sur le type de projet, d'expérience que vous avez eu comme patient partenaire, parce que suite à votre expérience comme patient, là, vous avez été invité à participer comme patient partenaire. Oui, effectivement. On m'a invité, je vais aller plus récemment, là, je fais partie voyons, l'équipe s'appelle CAP sur le rétablissement. On s'occupe des troubles psychotiques et rétablissement. Donc, voilà, c'est plus une condamnation à vie d'être schizophrène ou d'avoir des troubles psychotiques. Et là, je suis un membre à part entière donc, de l'équipe. Je suis même boursier comme eux dans certains projets. Donc, mon vote est aussi important que les autres. L'idée, c'est qu'on commence dès le début aussi. Hein, c'est pas on monte un projet de recherche, puis on va voir les patients dire puis, qu'est-ce que tu en penses? Là, maintenant, on part vraiment du début. Et moi, dans mon équipe de recherche, ils sont très sensibles à ce que je peux apporter. Puis des fois, des chercheurs, ils peuvent citer des auteurs là, à brûle-pourpoint. Ils ont une mémoire phénoménale. Puis il y en a qui ont une plus grande gueule que moi, imaginez. Donc, ils ont décidé dans l'ordre du jour, le premier point de l'ordre du jour, c'est la capsule, ils appellent ça la capsule du capitaine, là, parce qu'il m'appelle le capitaine de l'équipe. Donc, tous les commentaires, des idées de recherche que je peux avoir, des trucs comme ça, ça commence par moi. Parce que souvent, vous savez, dans les réunions, on met des choses à Varia, puis on ne se rend jamais à Varia. Le point n'est jamais discuté. Puis quand vient le temps d'aller dans la recherche de financement, bon, vous savez mieux que moi comment c'est chronophage, hein, puis comment c'est. Donc, pour ne pas perdre de vue, il ne faut jamais perdre de vue qu'on est là pour le patient. C'est ce qu'ils nous disent sans arrêt. Et donc, c'est ce qui Monsieur Vigneault, oui. Juste pour être sûr que notre auditoire comprenne bien, là, Oui. vous êtes en train de raconter le vécu là, du quotidien d'un patient partenaire dans une équipe de recherche. Donc, quand vous faites une rencontre, vous êtes assis à la table avec les chercheurs. Oui, exactement. Oui. Puis, vous avez le premier point à l'ordre du jour. Oui, c'est ça. C'est moi, puis, oui. Est-ce que vous direz que cette manière de procéder, c'est un des aspects qui fait que vous pouvez vraiment jouer un rôle important? Puis quels autres aspects vous trouvez qui sont importants pour que le citoyen ou le patient partenaire puisse vraiment jouer un rôle dans la recherche? C'est quoi les aspects, les éléments clés, les éléments cruciaux qui fait que vous pouvez vraiment être... votre contribution, elle peut être prise en compte? Ben, en fait, c'est toujours... les équipes de recherche, ils veulent transmettre des connaissances aux cliniciens. Et puis, le bien-être des patients, des citoyens, ça leur tient à cœur. Hein? Donc, ben, des fois, est-ce que la recherche qui est proposée, est-ce que ça va avoir un impact sur moi? Hein? Est-ce que moi, là, dans mon salon, là, ça va faire que je vais passer une plus belle soirée? Là? C'est ça, moi, que je le ramène tout le temps sur la table. Des fois, ce que vous proposez, ça a l'air le fun entre vous autres. Là. Mais moi, ça ne m'apporte rien. Donc, donc, ça, c'est ça, ils apprécient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis aussi, on en parlait aussi
entre partenaires partenaires d'une réunion là, que le doyen de la faculté de médecine avait lancée. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'argent en recherche. Hein, puis quand tu es un simple citoyen, tu te demandes bien qu'est-ce qu'ils font dans le taux d'ivoire avec ces millions-là, là, tu sais? Surtout en période où les sous sont rares. Fait que donc, d'ouvrir les portes aussi aux citoyens pour venir voir ce qu'on fait, hein, venir y participer, venir y collaborer, bien, ça permet à ceux qui ne sont pas dans ce domaine-là de mieux comprendre. Ben, finalement, c'est de l'argent bien investi. Fait que, finalement, ça a bien du bon sens. Fait que ça apporte, c'est ça, ça apporte une rassurance. Puis on a eu un gouvernement canadien il n'y a pas longtemps qui n'était pas très, très recherche. Fait que, tu sais, nous, comme simples citoyens, ben, on a pu manifester. Hein, et ça a un impact plus grand que quand des chercheurs vont dire, ben là, vous nous coupez, là, ça n'a pas de bon sens, ils écoutent plus ou moins. Mais quand les citoyens disent, ben là, nous, c'est important pour nous. C'est important d'améliorer nos conditions de vie. C'est important, surtout quand tu as des maladies chroniques, comme j'en ai plusieurs. Ben, c'est important d'être à la fine pointe là, des recherches. Tu sais, il y en a, tu sais, au niveau du diabète, prendre prendre du sang tous les jours sans avoir à se piquer, écoutez, ça change le monde. Là. Ça change le monde. Puis il y a d'autres, même au niveau neurologique, psychosocial. Donc, plusieurs. Puis là, présentement, je travaille avec France là, au niveau diabétique et dépression. Effectivement, donc, c'est de reconnaître. Monsieur Vigneault, si je comprends bien, dans le fond, un des aspects qui fait que vous êtes valorisé aussi dans ce rôle-là, c'est que vous avez l'impression d'avoir un certain pouvoir, même au niveau parfois des représentations politiques. Donc, je pense que si je comprends bien, là, c'est quelque chose qui vous valorise aussi dans votre rôle. Peut-être un petit mot en terminant avant qu'on passe à notre prochain patient citoyen partenaire. Bien, un petit mot, c'est ça. Des fois, j'entends certains groupes communautaires, citoyens. Ah, on sait bien, ils ne font pas de recherche sur nous autres. Bien, venez, venez voir les scientifiques. C'est parfait, ça. Une belle invitation. Oui, ils ne peuvent pas deviner, eux autres, vos besoins. Alors, venez les rencontrer et puis les chercheurs ne demandent pas mieux que de faire des recherches qui vont aider les gens. Mais il faut qu'ils sachent. C'est un beau message. Puis, on va avoir des processus pour recruter des gens. Je pense qu'on ne peut pas en parler trop maintenant. On est un nouveau centre, mais il va y avoir des moments où est-ce qu'on va pouvoir accueillir des citoyens partenaires dans les projets. On va trouver une manière de faire cette rencontre-là. Fait que merci beaucoup, M. Vigneault. Mme Engelhardt, j'aimerais beaucoup que vous présentiez puis que vous nous parliez aussi de votre expérience dans le cadre de projets de recherche, comment vous avez... mais d'abord, présentez-vous, s'il vous plaît. OK, bonjour, ça me fait plaisir. Puis pour commencer, j'aimerais dire bonjour au docteur Patrick Archambault parce que c'est lui qui m'aide à faire mon chemin parmi vous, là. Fait que bonjour, docteur Archambault. Moi, ce matin, je suis ici comme citoyen partenaire, hein, parce que j'ai investi beaucoup dans ma carrière. Après ça, quitter la carrière, puis prendre la carrière de retraité, puis trouver qu'est-ce qui peut... te combler, dans le fond, là, venir te chercher puis pouvoir partager tes expériences, soit professionnelles ou l'occasion s'est présentée comme citoyenne le partenaire. Maintenant, comme patient partenaire, c'est arrivé comme ça, en m'impliquant dans les comités d'usagers. J'ai eu un appel à un moment donné de la direction de la qualité. Madame Engelhardt, je vous interromps parce que vous ne nous avez pas dit toute votre expérience professionnelle. Je pense que c'est important que vous mentionniez c'est qui vous êtes. OK, mais je l'ai dit tantôt, je ne voulais juste pas me répéter. Mais c'est parce que vous l'avez dit, mais pas au groupe qu'on a en ce moment. OK. Moi, d'abord, je suis infirmière de profession. J'ai complété mes études comme clinicienne. Après ça, un bac en gestion de la santé. J'ai été chef de soins intensifs, soins coronariens, d'urgence, de bloc opératoire.
J'ai développé tous les soins critiques. Vous savez que dans mon temps, parce que ça fait quand même longtemps, nous, les gestionnaires, on était des chefs d'unité, mais on connaissait nos patients. Hein? On était vraiment proche de nos patients. Tout ce que nos patients, tout ce que notre personnel pouvait nous dire, on était vraiment proche. Puis, on avait, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, c'est différent parce que je suis encore dans le domaine, là, mais c'est ce qui m'a permis de bâtir une grande expérience. J'ai été aussi conseillère à la direction des soins, conseillère à la direction générale, des liens dans des dossiers avec le ministère. Un coup, ça dit. Je suis arrivée par ici parce que mon fils a eu un cancer, puis je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je reste à Rimouski. Ça fait que j'ai décidé de m'emmener par ici, puis de m'investir un coup que c'était stabilisé. J'ai commencé par m'impliquer dans les CHSLD comme infirmière pour vraiment prendre, je dirais, là, comment ils prennent soin de nos aînés aujourd'hui. Hein? Je peux vous dire qu'on a du chemin à faire, tout en passant. Après ça, je me suis impliquée dans les comités de résidents, puis j'ai eu la possibilité par Dr Archambault, c'est-à-dire par la direction de la qualité du CI3S de Chaudière-Appalaches, de participer au comité comme membre du comité de décision sur les valeurs et préférences de la personne. Oh, là, ça venait me chercher. Parce que c'était directement relié à la personne elle-même pour arriver en fin de vie, pour qu'elle ait vraiment pris sa propre décision, puis qu'elle se sente vraiment bien dans sa peau avant de partir. J'ai eu aussi la possibilité d'assister 2 de mes frères à domicile jusqu'au dernier souffle. Je reviens avec valeurs et préférences de la personne. Au début, je ne me voyais pas comme patiente, je vous le dis, là, je ne me voyais pas du tout. J'avais même oublié toute cette partie-là. Mais c'est Dr Archambault qui est venu me chercher au fur et à mesure pour essayer de connaître mes expériences comme patiente, parce que j'étais là comme patiente partenaire. C'est là que j'ai réalisé que moi, j'ai été patiente de soins intensifs intubés. Puis, j'ai entendu les professionnels autour de moi dire à mon mari qu'est-ce que vous allez faire avec 3 bébés? Un bébé d'1 an, puis là, je venais d'en avoir 2. Puis, Diane, ça se peut qu'elle ne soit pas comptée, là, tu sais, en tout cas, qu'elle ne nous revienne pas là, nécessairement complètement. Puis, j'entendais parler justement du niveau de soins. Aïe, 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 hein, il y a de quoi t'accrocher hein, quand tu es dans les nuages, là, tu reviens sur la terre, possiblement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui fait que dans ce comité de décision-là, concernant les valeurs, pour revenir le plus possible en amont, pour permettre à la personne, quel que soit l'âge, ça peut être un adolescent, de commencer à parler en fin de vie. Qu'est-ce qu'il aimerait en fin de vie? Bien, je peux vous dire que dans la grille que nous avons fait ensemble en comité de décision, oui, on a ajouté une colonne pour arriver à aller chercher le plus possible, le plus loin possible dans le début de la vie pour permettre aux gens de pouvoir finir par être à l'aise, quelle que soit la période où ils vont consulter. Puis, Mme Engelhardt, si je me rappelle, vous m'avez déjà raconté que c'était comme un peu votre implication dans le comité qui avait permis de faire cet ajout-là, qui avait fait que le projet avait un peu évolué grâce à votre implication. Donc, vous aviez vraiment eu un rôle important parce que c'est vous qui aviez demandé que ce soit plus tôt là, dans le parcours d'une personne qu'on lui demande son niveau de soins qu'elle veut, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Docteur Archambault pourrait même en parler, on était ensemble. Là. Et vous, qu'est-ce qui a fait que comment vous avez pu vous sentir à l'aise d'exprimer votre opinion comme ça? Comment ça fonctionnait dans l'équipe?
Mais moi, je pense que ça a été très bien accueilli. Les gens ont commencé par s'exprimer, là, puis voir, essayer de trouver les avantages, les inconvénients. Mais moi, je revenais toujours à la charge. Je revenais à la charge pour démontrer l'importance d'impliquer le plus jeune possible la personne, parce que c'est de elle qu'on parle. C'est à elle à pouvoir prendre ses propres décisions. Ce n'est pas nécessairement un coup que tu es rendu à un certain âge, commencer à penser à ça. Là, c'est pas évident parce que j'ai travaillé en CHSLD, puis j'en ai accompagné des résidents en fin de vie. Je vais vous dire que c'est pas évident. Plus on les prépare en amont, plus ils sont à l'aise. Moi, j'ai eu à traverser ça avec mes 2 frères aussi. Puis je peux vous dire qu'il y en a un, là, quand il était prêt à partir, puis qu'il a dit bonjour à tout le monde, il était prêt. Il y a toute une différence. C'est vraiment intéressant de voir comment un projet peut évoluer grâce à la part de citoyens, partenaires comme vous, puis avec toute la richesse de votre expérience, tant professionnelle que personnelle. C'est vraiment une belle richesse là, qui a été apportée dans ce projet-là. Bien, je vous remercie beaucoup de votre partage. On va revenir sur d'autres questions tout à l'heure. On va discuter de d'autres aspects. Puis je voudrais laisser la parole à M. Chabot maintenant de nous parler lui-même de son parcours qui l'a amené à devenir patient partenaire. Puis peut-être on reviendra après à la question plus précise là, de savoir un peu, vous, comment vous avez pu participer de manière significative. Oui, bien, bonjour tout le monde. Donc, pour commencer dans la santé comme telle, moi, je suis un enfant prématuré de 7 mois et demi. Qui mesurait 22 pouces, qui pesait 8 livres et 3/4. Donc, on n'a pas nécessairement des enfants prématurés qu'on voit à la télévision comme tel. Je mesure aujourd'hui 6 pieds 4 puis je pèse 250 livres. Fait qu'on on est loin de ça. Mais évidemment, quand je suis né, l'évolution de la technologie en médecine n'était pas là. Et j'avais une malformation cardiaque de naissance. Puis à l'âge de 35 ans, c'était mon premier contact avec le réseau de la santé. On a dû remplacer ma valve aortique et le tronc commun pour être capable de... Ils appellent ça un bend-down, la procédure, là, pour être capable de remplacer tout ça. Mais je n'avais aucun symptôme. J'étais un grand sportif qui continuait à faire du sport, peu importe. Et c'est comme ça que j'ai rentré dans le réseau de la santé. Et 10 ans plus tard, comme on avait fait une homogreffe parce que j'étais jeune, éviter les anticoagulants. Donc, 10 ans plus tard, tout ce qui avait été fait auparavant a dû être changé pour ce qu'on appelle une valve mécanique, puis un tronc commun en téflon, je ne sais pas trop quoi. Fait que donc, mais à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais un peu seul à travers tout ça. J'avais 35 ans, tu te ramasses, tu es opéré, correct. Tu vois, tu prends ça comme aller chez le dentiste, mais après le réveil, c'était pas comme chez le dentiste, évidemment. Le sternum fait mal, puis personne ne te dit comment tu vas souffrir. Et évidemment, aussi, dans ce temps-là, la documentation était plus pour les pontages que pour ce qui me faisait. Donc, pas de documentation pour essayer de comprendre. Donc, on voit souvent, on arrive avec des revues américaines, puis évidemment, là, avec des textes scientifiques. Donc, la littératie niveau 2, on peut oublier ça. Fait que je regardais les images. Fait que c'était la façon, premier contact avec l'information. Mais quand je me suis fait réopérer la deuxième fois, avant de me faire opérer, comme je connaissais un peu ce qui m'attendait, ben j'allais au 3e étage à l'hôpital Laval, puis j'allais rencontrer des patients qui allaient se faire opérer. Parce que, vous savez, des fois, on se rend compte qu'on est seul dans notre maladie. Même si on est bien entouré, on est seul, pareil, à vivre cette expérience-là. Souvent, ce qui arrive... On a un nouvel invité. Ce qui arrive, c'est que la façon de comprendre, souvent, c'est des gens qui ont vécu la même expérience. Fait que j'ai commencé à faire le tour des patients qui étaient en attente. Puis je leur expliquais mon expérience à moi. Puis je pense que ça a aidé ces gens-là à être plus prêts pour se faire opérer parce que beaucoup de gens sont anxieux. Puis donc, j'ai vu l'impact que ça amenait par rapport à d'autres gens qui vivaient les mêmes, si vous voulez, les mêmes épisodes, les mêmes histoires.
Et évidemment, comme je ne suis pas un transplanté cardiaque, puis je ne suis pas un insuffisant cardiaque, je tombe dans la même classe que les gens qui ont des infarctus, même si on m'a changé 2 fois la valve aortique. Fait que donc, tu parles à qui? Y a-tu des associations? Bon, tu essaies de prendre des contacts. Puis je me souviens que le directeur à l'hôpital Laval, pour ne pas le nommer, Sébastien Blais, avait organisé une rencontre entre différents patients en pathologie comme telle de cardiaque, là. Donc des transplantés, des insuffisants, des gens comme moi. Et on a discuté pendant 1 heure pour échanger nos expériences de vie. Puis là, je me suis rendu compte que vraiment, les pairs, les gens qui vivent la même expérience que toi, ils ont une importance capitale comme telle pour toi. Fait que, évidemment, après ça, j'ai vécu toutes sortes d'expériences dans le réseau de la santé. J'ai un vécu patient je fais toutes les trajectoires de soins, que ce soit en oncologie, que ce soit dans d'autres types de maladies. Fait que j'ai de l'expérience. Malheureusement, je suis encore chanceux, je suis encore vivant, puis je suis en santé. Fait que, ce que je dis par rapport à ça, c'est que en 94, la première fois que je me suis fait opérer, j'ai rencontré mon médecin de famille, qui était mon médecin de famille jusqu'en décembre dernier. Il a pris sa retraite. Et la décision partagée avec lui, c'était simple. Je me suis senti d'abord à l'aise en communiquant avec lui, comme tel. Il m'a toujours partagé, écouté, m'a mis dans un environnement avec beaucoup d'empathie, d'explication, pour que je sois capable, si vous voulez, de prendre un peu les saines habitudes ou prendre un peu le contrôle sur ma santé, parce que je trouvais que si je faisais rien, ben, je n'arriverais à rien. Fait que, puis, tu sais, moi, j'essaie de rester humble par rapport à ça. Puis, évidemment, tous ces véhicules-là, à un moment donné, j'ai recherché à travers mes expériences un endroit où je pouvais parler avec d'autres patients, mais où je pouvais apporter également, parce que la conquête, ce que je visais, moi, en tant que citoyen, c'est l'amélioration des services de santé au Québec, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir d'excellents services au Québec par des gens qui sont engagés. On les appelle nos anges aujourd'hui, mais ça fait longtemps qu'ils sont mes anges à moi. Et je trouve que parfois, faut leur donner un coup de main en tant que citoyen. Il ne faut pas juste attendre. Il faut à un moment donné s'impliquer et essayer d'amener des pistes de solutions pour ces gens-là également. Fait que, et la recherche, pour moi, était un plateau super intéressant parce que ça me permettait justement de rencontrer d'autres gens qui ont vécu toutes sortes d'expériences, pas nécessairement les miennes, mais toutes sortes d'expériences dans la vie. Et pour moi, la recherche, c'était donner ton corps à la science. C'était ça, la recherche. Ils cherchent des cobayes, puis donne ton nom, puis on va faire un prélèvement, puis on va te faire un suivi, puis tu ne seras pas au co-auteur ou tu n'amèneras pas aucune valeur au projet. Tu es comme un cobaye. Puis là, je me suis rendu compte que finalement, c'est une mauvaise perception. Dans le fond, la recherche permet l'évolution de la médecine. Puis là, en plus de ça, avec les nouvelles lois qui vont changer, ça va permettre, si vous voulez, d'échanger les données entre les chercheurs pour arriver à une meilleure prestation de service. Et je pense que ça, c'est un élément important. Vous me permettez, Christian, là, oui. dans le fond, ce que vous exprimez, c'est un peu la différence entre un participant à la recherche, quelqu'un qui est un participant, qui est recruté pour, mettons, tester une intervention, puis le citoyen ou le patient partenaire, c'est complètement différent. Puis, peut-être vous entendre dans le fond, vous, votre expérience comme citoyen, patient partenaire, parce que vous identifiez vous-même comme patient partenaire. Madame Engelhardt s'identifie plus comme citoyenne partenaire. C'est important, hein? Chacun, c'est important que vous soyez identifié comme vous percevez aussi. Fait que vous, Christian, c'est plus comme patient. Donc, comment vous voyez, comment votre rôle est-il le mieux mis à profit dans les équipes de recherche que vous avez? Vous êtes plus en techno, je pense, là, dans vos en technologie ou en technologie de l'information, oui. C'est ça. Fait que, comment on profite de votre expérience comme patient partenaire? Écoutez, j'ai travaillé beaucoup de chercheurs qui ont été nommés ici, des Patrick Archambault, Caroline Réon, Marie-Pierre Gagnon. C'est des gens avec lesquels je travaille fréquemment, surtout parce que la technologie est souvent là. Évidemment, c'est
pour moi, la technologie, c'est une façon d'arriver à ce qu'on vise. Mais je vais vous citer un projet de recherche dans lequel j'ai participé à travers mon GMFU. Donc, Caroline Réaume, qui est médecin là-bas, cherchait un patient partenaire pour un projet de recherche pour le diabète de type 2. Comment on pouvait changer le comportement de ces gens-là. Donc, je me suis tout de suite senti comme étant membre à part entière du projet, parce qu'on m'invitait à l'ensemble des rencontres. On me demandait mon opinion. Je révisais des questionnaires pour m'assurer que les gens puissent comprendre ces questionnaires-là. On revient souvent à la littératie niveau 2. Donc, c'était des questionnaires, juste pour préciser, c'était des questionnaires qui étaient administrés à des participants. Oui, c'est donc, ça. Donc, le chercheur avait préparé un questionnaire de questions posées, puis on vous demandait avant de revoir le questionnaire. C'est ça. Puis les rencontres d'évolution du projet de recherche. Mais en cours de route, j'ai dit, il y a Marie-Pierre Gagnon qui, elle, la technologie, ça l'interpelle beaucoup. Puis on pourrait peut-être faire un projet combiné, chercheur Caroline Réaume, chercheur Marie-Pierre Gagnon, pour utiliser les fameuses montres connectées et savoir comment ça peut amener le changement de comportement. Parce que dans le fond, on a des montres connectées, on regarde combien de pas j'ai fait, OK, c'est bien beau, mais on sait là, très bien. C'était votre idée à vous, là, c'était pas l'idée des chercheurs. Là. Ah non, c'était mon idée à moi. OK, puis qu'est-ce qui est arrivé avec cette idée-là? Marie-Pierre et Caroline ont fait un projet commun. On a eu des Fitbit, en fait, pour ne pas nommer la marque, mais il y en a d'autres marques. Nos patients, les patients qui étaient sur le projet de recherche, il y en a qui n'avaient pas de Fitbit, il y en a d'autres qui avaient des Fitbit. Puis donc, on est arrivé avec un résultat. On a fait un MAPRON qu'on a présenté, puis j'ai aidé l'équipe, Marie-Pierre puis Caroline, à présenter le projet avec l'équipe de recherche. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait des changements de comportement comme tel quand les gens utilisent ce genre d'objets connectés-là. Là, je suis rendu à la vision de la deuxième version de tout ça. J'ai dit, moi, quand je rencontre mon médecin de famille, j'aimerais ça savoir, en fait, qu'il sache ce que je fais comme j'ai comme habitude de vie. On sait très bien que les médecins de famille dans les cliniques ont les DMI comme tel, les dossiers médicaux électroniques. Bon, OK, c'est correct, mais à l'intérieur de mon DMI, il n'y a pas mon résultat, mon rapport, si vous voulez, pour mes habitudes de vie. Fait que la prochaine étape serait de connecter l'information des montres connectées à l'intérieur d'un DMI sur un formulaire qui est générique, si on veut, dans lequel le médecin pourra avoir l'information de mes habitudes de vie. Je ne dis pas de toute l'information, mais ce qu'il a besoin de savoir et qu'il puisse me parler de prévention. Parce que je ne voudrais pas juste Bon, évidemment, dans mon cas, quand je parle à mon médecin, c'est des fois plus long, comme disait Luc hier, c'est des fois plus long parce que j'ai des pathologies qui sont assez... j'ai une feuille de route assez élevée. Fait que mais j'aimerais ça qu'on parle également de prévention dans une rencontre. Donc, maximiser le temps qu'il puisse avoir la bonne information de ma part, évidemment avec mon consentement, mais moi, mon médecin de famille, il n'y a pas de problème. Fait que, donc, c'est ça l'objectif de la vision de ce projet-là pour les suites de ce projet. Dans le fond, ce que je comprends, là, c'est qu'il y a toutes sortes de manières, puis je vais juste peut-être faire un petit wrap-up là, de ce premier sujet-là, mais il y a plusieurs manières d'être impliqué. Puis au départ, j'imagine que vous n'étiez pas aussi sûr de vous, hein? J'imagine qu'au départ, quand vous avez commencé comme citoyen, vous étiez plus observateur. Puis, au fil du temps, vous êtes devenu plus expérimenté parce que ça, il faut le dire aussi, c'est très impressionnant là, de voir à quel point vous pouvez être impliqué. Mais aussi, vous avez pu l'être, je crois, si je comprends bien, c'est parce qu'on vous a donné la place. On vous a dit, vous êtes le premier intervenant de la rencontre. On vous a dit, c'est une bonne idée. Oui, je vais suivre cette idée-là. On vous a dit, je vais essayer de modifier mon projet pour tenir compte de votre commentaire, même si c'est compliqué. On va changer nos questionnaires parce que le questionnaire n'est pas correct selon le citoyen partenaire ou le patient partenaire. Fait que, je trouve ça vraiment intéressant. Si là, je pense que j'avais un agenda un peu trop ambitieux. Je voudrais juste, si on peut remettre la diapo, s'il vous plaît.
Donc, la prochaine diapo, je voulais juste vous mentionner que M. Vigneault a écrit un livre. J'ai retrouvé la mention du livre, il se vend chez Renaud-Bré. En fait, il a écrit un chapitre de livre avec une des chercheuses de Vitam. Le Annie livre Leblanc. s'appelle Caps. Oui, allez-y. C'est Annie Leblanc, avec qui j'ai coécrit un des chapitres qui porte strictement sur la décision partagée. Le but, c'est pas de faire la vente du livre, mais je voulais juste vous montrer que ça peut aller jusque-là. Oui, c'est ça. À un moment donné, après une grande participation des gens dans des projets, ils ont même des idées comme ça, des contributions qu'ils peuvent faire, puis qui peuvent contribuer à aider d'autres personnes à mieux vivre leur maladie ou vivre dans le système de santé. Donc, si on va à la prochaine diapo, merci Luc de nous avoir fait penser à partager ça. Donc, je voulais parler des outils d'aide à la décision. On n'aura pas beaucoup de temps pour parler des outils d'aide. Moi, je pense que je vais le faire quand même, la petite présentation. Donc, les outils d'aide à la décision, si on veut aller à la prochaine diapo, je voulais vous en parler parce que c'est une intervention de santé. Il y en a plusieurs types d'interventions, comme les Fitbit qu'on a parlé, qui sont parfois testés dans les projets de recherche. Les outils d'aide à la décision, ce sont des outils qui permettent aux patients, aux patientes et aux professionnels d'adopter des comportements essentiels à la décision partagée. Ils vont porter sur une décision que les personnes doivent prendre. Ça peut être imprimé, vidéo, en format web. Puis, ils présentent les avantages et inconvénients des différentes options de santé. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour le professionnel, l'outil permet d'avoir l'information scientifique à portée de la main, de structurer la rencontre. Aussi, ils peuvent les distribuer aux patients parce que le patient, si on va à la prochaine diapo, lui, donc je vais trop vite, donc le patient, lui, va l'utiliser pour se préparer aux rencontres, s'il l'a eu a priori avant la rencontre, ou s'il l'a eu pendant la rencontre avec son professionnel de la santé, il peut s'en servir pour consulter ses proches, présenter l'information à ses proches et amis, réfléchir à quand des fois, c'est des décisions qui sont plus faciles, qui ont moins d'implication. Parfois, c'est des décisions importantes qui affectent toute une vie. Donc, la personne peut réfléchir avec ces outils-là. Donc, moi, ce que je voulais, si on va à la prochaine diapo, je voudrais inviter nos panélistes s'il y en a un en particulier qui voudrait s'exprimer ou en premier, je ne vous inviterai pas de manière ciblée à vous exprimer sur comment un citoyen partenaire peut jouer un rôle dans le développement d'une intervention de santé. Comment le citoyen ou le patient partenaire peut aider à la conception des outils ou des autres interventions à santé. Alors, je ne sais pas si Mme Engelhardt, M. Chabot ou M. Vigneault, vous aimez. Moi, j'ai une idée. Oui. Vous m'entendez, oui? Oui, on vous entend, s'il vous plaît, de mettre de nouveau les vidéos de nos panélistes. Voilà, bon. Moi, justement, avec Annie Leblanc là, et d'autres partenaires, on travaille sur des outils concrets au niveau des antidépresseurs et des neuroleptiques. Donc, pour nous, en santé mentale, c'est extraordinaire hein, d'avoir ces outils. Mais ça permet aussi, par exemple, qu'est-ce que les patients veulent savoir? Est-ce que ça me fait engraisser? Est-ce que ça baisse ma libido? Est-ce que ça m'empêche de dormir? Tu sais, ça tourne alentour de ça. Là. Fait que donc, qu'est-ce que vous avez joué comme rôle pour le développement de l'outil? C'est ce que je vous dis. C'est quoi l'équipe avec Annie? C'est quoi qui est important de savoir pour vous? Moi, je veux savoir si j'engraisse, puis les troubles sexuels, là, c'est la cause majeure d'abandon des traitements. Et c'est tellement tabou, mais ça, on n'en parle pas. Comme si les gens qui ont des troubles de santé mentale sont asexués. Donc, avec ça, ça permet de dire, les troubles sexuels, là, c'est pas dans ta tête. C'est pas. Puis des fois, le partenaire, c'est ça, tu ne me désires plus. Bon, puis vous connaissez la chanson, mais là, ça permet de dire, non, c'est pas toi, chérie, c'est le médicament que je prends. On l'a ciblé, tu sais. Le poids, c'est pareil, hein, on n'arrête pas de dire, il mange trop. Allez dans une salle d'attente là, en santé mentale, vous allez voir du gros monde, hein, parce que c'est des choses qu'on ne lui disait pas avant. Puis là, maintenant, avec ces outils-là, on leur dit.
ça ne veut pas dire de ne pas les prendre, ça veut juste dire que on va faire attention. Puis, ça permet aussi au médecin d'entamer un dialogue avec son patient. Si pour toutes sortes de raisons, il ne savait pas, le patient, qu'il avait des troubles sexuels, de quoi, là, il va l'apprendre. Et là, il va pouvoir intervenir, puis on peut corriger le tir. C'est ça qui est important. Puis aussi, c'est des fiches là, concrètes là, sur papier. Là. Donc, le patient s'en retourne avec ça à la maison, puis il peut en parler avec sa femme. Gars, chérie, c'est pas toi le problème, c'est ma pelule. Donc, j'ai un exemple, c'est pareil pour le poids, c'est pareil pour le sommeil. Vous savez, il y en a qui disent, je ne suis pas capable de me lever le matin. C'est parce que la médication, donc, ça, pour moi, c'est fondamental aussi. Ça, c'est des exemples concrets. Vous, quand vous avez développé ces outils-là, dans le fond, l'équipe de recherche vous a demandé votre opinion sur l'outil, puis vous avez pu partager vos propres idées pour que l'outil d'aide à la décision soit plus accepté finalement après par les patients parce que vous aviez tout mis vos connaissances dedans, c'est ça? Ils sont en train d'être créés, là, sont encore au stade expérimental, là, mais oui, effectivement, c'est important pour les chercheurs d'aller chercher l'avis de ceux qui prennent ces traitements-là, mais également ceux qui les donnent, les médecins ou même les infirmières, le travailleur social. Quand la personne voit son travail social, puis elle dit « Ah, un médicament, blablabla », on va sortir les fiches. Parce qu'il y a beaucoup comment dirais-je, de légendes urbaines qui est dit souvent dans... Mais là, on y voit avec la science. Voici ce que la science nous dit. Voici ça, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, et ce qui est important à dire, c'est que ça permet une fidélisation au traitement. Les patients adhèrent beaucoup, beaucoup plus au traitement parce qu'ils sont mieux informés, ils ont participé à la décision, etc. Et aussi donc, parce que je pense que parce qu'ils ont choisi eux-mêmes l'option qu'ils voulaient. Oui, et vous ramenez aussi à un autre concept intéressant dans la conception des outils, c'est que oui, on implique des citoyens partenaires, mais on va aussi impliquer des citoyens partenaires. Oui. Pas des citoyens, mais je veux dire des cliniciens, des cliniciens experts. Parce que dans le fond, cette implication-là des cliniciens experts, des citoyens, permet aussi de mieux implanter les outils parce qu'il faut y penser ça. Comment qu'on va les offrir? Comment on va offrir l'outil? Puis souvent, c'est dans cette équipe-là, avec tous les gens qui connaissent bien le sujet, les cliniciens, les citoyens, les patients, qu'on peut arriver à faire un plan d'implantation qui fonctionne. Et, Christian mentionnait, je pense hier, la littératie, comment c'est important. Tu sais, des fiches que je vous parle, là, il y a le nom des médicaments, mettons, libido, plus, moins. C'est assez, assez simple. Donc, quand il y a plus, ça veut dire que c'est bon. S'il y a moins, donc, ça, c'est important aussi, parce que des fois, tu sais, les fameux dépliants, là, que personne ne comprend, là, bon, puis, tu regardes sur l'étagère, là, il y en a une trolley, que finalement, c'est trop, puis ils ne sont pas... sont pas compréhensibles pour tout le monde. Tu sais, si tu n'es pas dans le domaine, là, fait que ça, ces fiches-là aussi au niveau de la littératie. Et les autres, c'est important que ça soit attrayant puis adapté à tout le monde. Là. Oui, il faut que ça soit attrayant. Il faut que ça soit beau. Et pas... je sais que des fois, on rouspète parce qu'on photocopie en couleur là, dans les... nos gestionnaires nous disent ça, mais il faut que ça soit beau. Tu sais, quand tu vas te chercher une promotion pour acheter un auto, c'est tout en couleur à papier ciré, hein, ça flash en tabarnak. Ça permet de mieux vendre, en guillemets, l'adhérence au traitement aussi. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Je vais tout de suite aller à notre dernier thème. Le temps file, vu que peut-être brièvement, là, si on veut, la dernière question que j'avais, si vous voulez la mettre à l'écran. Ou bien je vais simplement la poser. Peut-être, je voulais savoir parmi vous s'il y en avait une personne qui voudrait partager comment la participation au projet a changé votre relation avec votre équipe de professionnels de la santé. Vous-même, comment ça vous a affecté après d'avoir participé à des projets de recherche? Comment ça a changé votre relation avec les professionnels de la santé, les professionnels des services sociaux? Peut-être remettre nos panélistes, là, je suis désolée, on demande beaucoup de changements.
Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui voulait répondre? Moi, Annick, j'aurais aimé, par contre, avant ça, parler de ma dernière expérience dans un bureau de médecin. Oui, allez-y. Parce que pour moi, pour bâtir des outils, je trouve que cette expérience-là peut avoir une ouverture pour bâtir un outil. Est-ce que je peux en parler? Oui. OK. Bon, je vais essayer de raccourcir ça, de faire une synthèse, là. Oui, s'il vous plaît. Oui. Bon, disons que j'ai eu à changer de médecin il y a 2 ans passés, là. Puis, donc, j'avais tout préparé. Je comprends que je fais partie de la santé, là, mais vraiment tout mon dossier, vraiment en grande ligne. Là, puis, je suis arrivée là, moi, avec mon papier dans les mains. C'est que là, on s'est présenté, tout ça. Mais lui, il a sorti de son bureau de l'autre côté, puis il a pris mon papier, puis il est parti avec. J'ai dit, wow, ce que vous faites là. Là, je peux vous dire que c'est venu vraiment me chercher à l'intérieur, hein? J'ai dit, pourtant, c'est de moi ici que je vais parler, là. Mais, tu sais, moi, j'étais capable de lui parler, tu sais, de l'amener, essayer de le sensibiliser à ça. Mais imaginez la personne qui aurait tombé en pleine timidité, elle perdait tous ses moyens, puis elle aurait oublié la moitié de ce qu'elle avait à dire, là. Moi, je trouve ça important de revenir toujours à la base. Mais qu'est-ce que vous avez fait, Mme Engelhardt? Parce que... Oui, parce que moi, dans le fond, j'ai demandé, tu sais, pourquoi qu'il prenait mon papier, puis pourquoi que c'est pas moi qui le prenait en charge, parce que je ne voulais pas oublier, tu sais, de certains points. Mais lui, il a dit que c'était lui le médecin. Oh! Qu'est-ce que vous avez dit? Oh! Donc, j'ai dit, on pourrait peut-être partager ça un peu, mais remettez-moi-le. Je vais y aller tout simplement, puis je ne prendrai pas plus de votre temps, là, tu sais. Ça fait que, mais c'est pas évident. Je peux vous dire que c'est pas évident. Puis, toujours dans le cadre de cette histoire-là, j'ai eu à consulter pour X raisons un spécialiste parce que c'est arrivé comme ça. Puis, comme j'avais un problème aigu à la hanche droite, bien, j'en ai parlé, tout simplement. Parce que c'est l'orthopédiste qui a opéré ma hanche gauche. Fait que ça a très, très bien été reçu. J'avais passé des examens, on a tout regardé ça. Mais il a fini par trouver qu'est-ce que j'avais. Quand je suis retournée au bureau de ce médecin-là, moi, j'étais toute contente de lui apprendre ça. Ah ben, insulté, c'était lui le médecin de famille. Vraiment insulté. Mais comment arriver à composer entre les professionnels de la santé puis la personne qui vient chercher des soins et services pour dire que, dans le fond, elle se préoccupe de sa santé, mais faites-lui l'ouverture qu'il faut pour la rendre en l'aise, pour qu'elle prenne en charge sa santé. Pour moi, ça pourrait faire partie d'une base d'outils à monter. Puis diriez-vous que vous avez plus d'aplomb maintenant parce que vous avez été impliqué dans des comités puis des projets de recherche? Est-ce que vous vous sentez maintenant quand même plus sûr de vous quand vous allez dans vos relations avec les professionnels? Je pense que oui, là, d'après ce que vous dites, là, mais... Oui, parce que pour moi, dans le fond, quel que soit ce qui se passe avec un professionnel de la santé, je sais que en m'impliquant, ça peut apporter des changements pour aider les professionnels, l'équipe de professionnels qui prennent en charge les soins et services, d'arriver à composer avec le partenariat avec le patient, dans le fond. C'est comme ça que, d'après moi, que ça va stimuler le patient à se prendre en charge. Je trouve ça quand même vraiment merveilleux parce que vous êtes toujours positive tout en étant active. Donc, vous tournez ça d'une manière constructive. Vous voyez votre rôle comme une actrice, une agent de changement. Puis, au lieu d'être dans l'agressivité ou d'être fâché, vous voyez ça comme des opportunités de changement. Je trouve ça complètement merveilleux puis inspirant. Je voudrais ouvrir maintenant aux questions de notre auditoire. Il nous reste un petit peu de temps. Donc, merci de vos partages. Puis, j'aimerais peut-être vous donner la chance de répondre aux questions. Donc, d'abord, il y avait une question peut-être de comment
Donc, il y avait une question pour les patients. Moi, j'aimerais ça poser une question à vous, là, de l'auditoire qui est adressée à vous. Il y avait des questions sur comment faire pour implanter la décision partagée quand on n'a pas beaucoup de temps. Mais il y a un autre panel après avec des cliniciens, peut-être qui pourront aborder cette question-là. Mais pour vous, on demande, comme la décision partagée devrait être basée sur une approche axée sur le patient en tenant compte de ses déficits, trouvez-vous que la plupart des outils qui sont utilisés actuellement dans nos systèmes de santé sont bien adaptés pour les déficits des gens? Comme par exemple, il y en a qui ont des problèmes de surdité, qui ont des problèmes au niveau de la lecture, qui n'ont pas des bons yeux ou des niveaux de littératie. En général, trouvez-vous qu'il y a du travail encore à faire? Ou... Oui, oui. Ça, c'est clair que je pense aux non-voyants ou d'autres, là, oui, ben, c'est sûr. Puis certaines communautés ethniques, le choix des mots, là, c'est tellement fondamental, hein, tellement important. Donc, oui, il reste beaucoup à faire, ça, on nie pas. Ce que vous dites, c'est intéressant parce que c'est pas juste le niveau de littératie, mais c'est la tournure qu'on met aussi, la connotation. Oui. Puis moi, je me suis repris, je viens de me reprendre, j'allais dire une personne sourde, mais tu sais, il faut faire attention à ce qu'on dit, comment on dit. Puis la seule manière de faire ça aussi, c'est en impliquant des gens parce qu'on a tous nos petits biais, nos expériences. Des fois, on n'utilise pas toujours les bons mots pour vraiment valider. Merci pour ça. Des fois, on m'appelle Luc schizophrène. Là, je lui dis que mon nom de famille, c'est pas schizophrène, c'est Vigneault. Oh mon Dieu, c'est une horreur. Donc, il faut faire attention. Oui. Puis, il y avait une autre question qui était comment approcher les médecins au niveau d'une condition médicale mal connue par le professionnel de la santé. Puis, quand vous vous sentez incompris, est-ce qu'il y a une manière d'approcher le professionnel de la santé? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut lever la main là-dessus? M. Chabot, vous n'aviez pas parlé depuis un petit bout de temps? Oui, c'est vrai. Hein, je ne sais pas si vous aviez une idée, sinon c'est pas grave, là, vous n'êtes pas obligé. Mais... Non, écoutez, de toute façon, c'est comme aller chercher des symptômes, je pense, à quelque part. On y va de plusieurs voies, des fois, pour expliquer au patient ce qu'il a. Je pense que le même élément peut s'appliquer également de l'autre côté. Des fois, c'est difficile d'expliquer ce qu'on ressent là, comme tel ou ce qu'on vit. Mais je pense que d'y aller, c'est un peu comme la pédagogie. Là. Naturellement, quand on voit que quelqu'un ne comprend pas, on essaie une autre voie, puis ainsi de suite. Et je pense qu'à la base, je reviens toujours un peu à la connaissance. On est capable de bien connaître ou de mieux se connaître soi-même. On est capable de peut-être mieux expliquer ce qu'on ressent par rapport vis-à-vis d'un médecin qui peut-être ne comprend peut-être pas ce qu'on dit. Là. Puis là, ben, si je mets mon chapeau de chercheuse, là, moi, je trouve quand même que ça en fait beaucoup reposer sur les patients, qu'on leur dit qu'il faut qu'eux autres, y aient l'approche comme pour adapter. Puis, je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on pourrait faire, nous, comme chercheurs à ce niveau-là. On pourrait trouver des manières d'aider les patients à mieux exprimer leur préoccupation. Puis pour les soutenir là-dedans, parce que c'est sûr que c'est quand même intimidant. Il y a la balance du pouvoir dans une rencontre, on sait, elle n'est pas nécessairement du côté du patient. Mais vous savez, exemple des projets de recherche ou le fait d'avoir rencontré souvent des médecins dans ma vie, j'ai d'abord, évidemment, les premières fois, mais on est nerveux, puis on ne va pas dire, on attend plus qu'ils nous donnent le diagnostic, ces choses-là. On n'interroge pas, c'est pas une discussion, mais au fur et à mesure, je pense qu'on gagne l'expérience en rencontrant ces gens-là, autant au niveau des chercheurs que d'autres choses. Il ne faut pas se gêner comme tel non plus d'émettre des opinions. On développe un partenariat. Un partenariat dans n'importe quel système, peu importe, n'importe quel partenariat, il y a du win-win à quelque part. Il y a une pondération qu'on se fait de façon naturelle. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche quoi en tant que patient par rapport à actuellement? Fait que on est capable de s'exprimer puis d'avoir quelqu'un qui est ouvert à écouter ce qu'on dit et qui prend également, qui en tienne compte dans la décision. Il n'y a rien de pire que d'émettre une opinion puis tu vois que l'autre, il a la tête ailleurs ou peu importe, il ne pense pas à ce que tu dis, il ne réfléchit pas avec toi. Fait que c'est comme faire un monologue à ce moment-là. Je pense que c'est beaucoup... C'est très riche, donc très riche comme réflexion que, dans le fond, il faut y arriver aussi dans la rencontre avec
un but, avoir fixé un objectif personnel dans la rencontre, puis ça vaut autant que dans la rencontre clinique, que dans la rencontre avec une équipe de recherche, puis s'exprimer, puis attendre aussi que le partenariat fasse sa magie, parce que aussi c'est là que ça se passe, c'est quand il y a vraiment une écoute des deux côtés. Mais merci à tous, merci à tous les trois. C'était vraiment une expérience vraiment enrichissante pour moi, puis j'espère pour notre auditoire. Il y a eu plusieurs questions dans le chat. On va essayer de pouvoir les regarder puis y répondre peut-être au fil du reste de la journée. Alors, sur ce, je repasserai la parole à Virginie. Merci à tous les trois et à toi, Annick. Virginie. Merci. Merci, au plaisir. Merci beaucoup. Merci Annick d'avoir animé ce bloc. Quel échange, un échange superbe et très généreux de la part de nos patients, patientes, citoyens, citoyennes, partenaires. C'était très instructif. Je me permets de dire qu'il y a eu un échange dans le chat, discussion instantanée, un patient partenaire qui a écrit « Participer à la recherche enrichit ma qualité de vie de patient ». Ça fait beaucoup réfléchir. Merci pour ce partage-là. Je pense que ça conclut bien le bloc qui vient de se passer.